les téléspectateurs et les téléspectatrices suñu Yëf TV. Aujourd'hui ñu ngi fii ci CEM Bukanda war a ànd ak élèves yi nga xamante ni dañoo war a dem Gorée def visite pédagogique. Sont les deux quatrièmes, la quatrième A et la quatrième FA. A sont les classiques, FA sont les franco-arabes. Yéen a ngi gis bis baa ngi noonu taxaw élèves yaa ngi noonu di dugg ngir waaj départ dem Gorée. École baa ngi noonu taxaw ngeen jàkkaarloo ko muy monsieur Bitey ñëw ngir ñaar ay élèves am ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm mais ensuite ñenn ci professeurs yi muy monsieur Mergane ak monsieur Sissoko et le surveillant monsieur Ba ñoom tamit ñëw nañ ngir accompagner élèves ci visite pédagogique bi mais tey dara du leen rëcc ci visite bi lépp di ngeen ko am sur la chaîne suñu Yëf TV. nangu leen jàng. yéen ñi jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy surveillant école bi monsieur Ba tey dafa jóg ànd ak ay élèves am ay doomam ngir jàppale leen ci visite bi. c'est ça oui la motive. ensuite yéen ñi jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy professeur élèves yi monsieur Mergane mu ne samay élèves maa leen di accompagner yóbbu leen Gorée ñi def visite. mu ne tey du ngeen wet benn yoon ci journée bi. yéen ñi jàkkaarloo ñi nga xamante ni ñooy ay élèves am. yaay buy maa ngi dem jàngi. baay buy je vais aller étudier. mais retenez-vous que. jàng alquran. bisu tey bi su amee c'est grâce à monsieur Mergane. moo génne idée bi waxtaan seeg borom école bi. principal monsieur Bitey. principal yombal autorisation bi ngi may ay élèves am chance ñu dem Gorée visite. élèves yi kontaan neen ci taxawaay principal ci école bi. dina jàng ngir doon président jàng ngir doon ministre jàng ngir doon député liggéeyal sama réew jàng ngir doon médecin jàng ngir doon militaire enseignant architecte grand paysan. mais fàttewuñ professeur yi des sa école ba ak élèves yi. professeur français yi ak oustaz yi. mais fàttewuñ sin surveillante bi. les sixièmes et les cinquièmes. ñu ngi leen nuyu au passage. yaay buy maa ngi dem jàngi avoir une culture générale dans toutes les matières. ngir doon magistrat jàng ngir doon avocat ngir doon juge sage-femme avocat commerçant jàng ngir doon leader entrepreneur ambassadeur pêcheur élève policier jàng ngir doon ouvrier. ba léegi élèves yi ngeen jàkkaarloo noonu. musicien gendarme douanier général. yaay buy maa ngi dem jàngi ngir xaas doom liggéey sama réew. mais fàttewuñ ki nga xamante ni mooy xaritu élèves yi. arab kenn demul ngeen. monsieur Sissoko moo taxaw noonu ci porte bi embouteillage bi moo tax mu taxaw foofu. ki lay jàngal ca dëgg-dëgg jox ka nag kër bi waar yow mi wóolu ko moom tamit mu wóolu resta wax na dafa bàyyi lépp di la jox xam-xamam kon nag jox ka cër ndaxte jàngale daa am ak jërëjëf seen liggéey rafet na enseignant par ñu boole ñaari classe muy quatrième A ak quatrième FA. merci université. quatrième A mooy ñi nga xamante ni français kese la ñuy jàng. quatrième FA mooy ñi nga xamante ni franco arabe la ñuy jàng. maa ngi dem jàngi. tey ñoom ñëpp ñoo ànd en masse. góor gu mel ni sëñ Saliou ku ne gis nga li mu def si njàng mi sëriñ ma sof si moo di borom daara ji
Cheikh Anta Diop sëñ Masaxir Lo wala Sëriñ Samba ci cànd bu référence donga yi de ci biir réew mi maam buy maa ngi dem jàngi xam nga ni Ndakaaru neex na élèves yi agsi nañ Dakar fii si port autonome de Dakar. Ça ralentit le développement de la société. élèves yaa ngi noonu di ñëw ci salle d'attente bi. La corruption. ngir xaar salu bi ñëw. ñu dem Gorée. Et le faible, pourquoi trister? Ça ralentit le développement de la société. Aïe, aïe, le chantage, la corruption, l'indiscipline, l'injustice contre le pouvoir et le faible. Pourquoi trister? Nous voulons pas se trister. Maintenant, tu risques. Pourquoi trister? Ça ralentit le développement de la société. Aïe, aïe, le chantage, la corruption. élèves yaa ngi noonu di dugg ci salu bi. Et le faible, pourquoi trister? Ça ralentit le développement de la société. Aïe, aïe, le chantage, la corruption, l'indiscipline, l'injustice contre le pouvoir et le faible. Pourquoi trister? Nous voulons pas se trister. Maintenant, tu risques. salu bi départ na vers Gorée. Je dis pauvre, mais ñaanuma dee si pauvre. Amaana du demee nii su ma ji doon fekk baa bi am. ba ma demee Gorée man ànd ak samay xarit dem ca kër jaam gawoon dama dal ci sa ngem jooy. sama gars yi agsi nañ fi nga xamante ni tey moo waral seen déplacement bu rëy bi jugee ba Kaolack ngir ñëw def visite ngir découvrir lan moo fi am ngir xam lan moo fi xewoon les années passées mais soo leen seetloo ci départ bi salu bi mi ngi feesoon dell du ay élèves kese ñoo fi nekkoon mais ensuite du ay sénégalais kese ñoo fi nekkoon mais am na yeneeni nationalité yu fi newoon ñoom tamit dañoo ñëw ngir visite ngir découvrir yi nga xamante ne dañ ko daan dégg tam musuñ ko gis comme les télémètres, les canaux, les maisons des esclaves, la réplique du mémorial Gorée-Almadies. Parce que Gorée est classé patrimoine mondial, mais sachez d'abord que Gorée est déjà classé site historique depuis novembre 44. kon tey di ngeen am visite bi en direct sur la chaîne Sunuf TV sama gars yi c'est parti. Je voudrais juste vous présenter d'abord la cartographie de cette île mémoire qui fait 900 mètres de long avec 300 mètres de large où vivent 1500 habitants. Disons qu'il y a 1000 musulmans et 500 chrétiens ici qui vivent en parfaite harmonie. Vous savez qu'au Sénégal, nous sommes 95% de musulmans avec 4% de chrétiens, 1% d'animistes. L'animisme, c'est la religion originale des Africains et cependant, ça a été gouverné par un président chrétien pendant 20 ans. Il n'y a eu jamais de problème, ça c'est Léopold Sédar Senghor. Aussi, les premiers occupants européens dans cette île, c'est les Portugais. C'était de grands navigateurs qui allaient régulièrement vers les explorations sur la route des Indes. Et là, ils sont arrivés ici en 1444 par le biais de Denis Diaz. Ça, vous l'avez appris. À cette époque, Gorée n'était pas habité. Il y avait déjà des pêcheurs sénégalais qui venaient depuis le continent, qui venaient pêcher autour de Gorée. Après une bonne partie de pêche, ils se relaxaient, mais ils rentraient dans le continent. Ce sont ces pêcheurs sénégalais qui ont donné le premier nom de cette île en l'appelant l'île de Ber. Ber qui s'écrit B2ER. C'est une espèce d'arbre. C'est le nom de la chaloupe que vous avez pris tout à l'heure. C'est une espèce d'arbre local. À l'arrivée des Portugais, ils ont changé le nom pour l'appeler l'île de la Palma parce que ces derniers ne connaissaient pas ce type d'arbre local. Ils connaissaient que le palmier. Ils l'ont baptisé l'île de la Palma. Ensuite, c'est les Hollandais qui ont donné le nom de Goudarach, qui veut dire le bon port. Grâce à cette berge. Vous voyez, Gorée, ça fait un demi-cercle. Les bateaux qui rentraient, ils étaient bien protégés, ils étaient à l'abri du vent. Maintenant, c'est une déformation du mot Goudarach qui est devenu Gorée. En sénégalais, Gorée, c'est la dignité. Là, vous savez, ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé ici comme atrocité. Pour parler bien sûr de l'esclavage qui a duré 300 voire 400 ans. Parce qu'il faut savoir que ça a débuté ici à partir de 1536. Nous y reviendrons. Mais déjà que nous sommes là, donc à l'intérieur du village, je m'en vais juste me limiter sur les bâtiments que nous avons autour de nous. Alors, j'ai tantôt dit que les Portugais étaient les premiers
Mais il y a eu des chassés croisés entre les différentes nationalités. Portugais 1444, Hollandais 1527, Français 1677. Français et Anglais, ils se sont battus 5 fois. Tantôt l'île est anglaise, tantôt française. Finalement, 1815, c'est le congrès de Vienne qui donne Gorée et Saint-Louis du Sénégal aux Français. Ça, c'était en France. Il a fallu 1885, le partage de l'Afrique, la conférence de Berlin en Allemagne, qui donne toute la côte ouest africaine aux Français. C'est là qu'ils sont restés jusqu'à nos indépendances respectives. Au Sénégal, vous savez que c'est en 1960. Mais ce qui s'est passé également, c'est qu'après que les Français ont contrôlé toute la côte ouest africaine, il fallait maintenant protéger leur acquis, la côte ouest africaine. C'est pourquoi en 1902, ils ont construit de gros canons en France, qu'ils ont amenés ici par pied détaché en 1907, bien avant la Première Guerre mondiale. Et depuis le débarcadère, il y avait un système de rails qui passait par là pour aller directement sur la partie culminante, que nous appelons communément le Castel, qui veut dire petit château, avec ses 36 mètres de hauteur. Et là-bas, vous allez voir ces fortifications hollandaises de gros canaux qui ont permis aux Français de contrôler toute la côte ouest africaine. Au bout de l'île, vous avez vu ce bâtiment, tout à l'heure, depuis le bateau, avec les canaux dessus. Alors là, c'est le dernier fort des Français baptisé fort d'Estrée. D'Estrée, c'était l'amiral des forces navales français qui avait pris l'île entre les mains des Hollandais. D'Estrée, c'était l'amiral des forces navales français qui a pris l'île entre les mains des Hollandais. Ce fort a été construit en 1856 par Pinet-Laprade. Pinet-Laprade, c'est le génie militaire français qui a fait les premières infrastructures à Dakar en créant le port autonome, mais l'ancien aéroport Léopold Senghor vers les Almadies, là vous avez la statue de la Renaissance. En 1856, Pinet-Laprade a construit ce fort qui sera en 1950 prison civile de droit commun. Et quand Gorée est classé patrimoine mondial par l'UNESCO en 1978, on en a fait musée historique. Mais sachez d'abord que Gorée déjà est classé site historique depuis novembre 1944 et patrimoine mondial par l'UNESCO en 1978. Dans ce musée, aujourd'hui, on retrouve les premiers outils découverts au Sénégal, qui datent du 5e siècle. Ça parle de néolithique, du paléolithique, l'histoire de nos résistants africains, mais aussi de nos royaumes africains. Il y a aussi la maquette du plus célèbre bateau négrier. C'est un bateau français de La Rochelle qui avait une capacité de 600 esclaves, 280 tonnages et 40 personnes qui travaillent à bord. L'histoire de nos résistants africains, mais aussi de nos royaumes africains. Et enfin, juste devant vous, derrière le Bademier, l'arbre que nous avons devant, vous avez également un bâtiment avec les palmiers devant, la perdition à l'intérieur. Ce fut le premier consulat américain au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, en 1856. On était colonie française. Et il y avait un commerçant américain du nom de Peter Strickland qui habitait ici, qui servait de consul sur toute la côte ouest africaine. Et derrière moi, vous avez le drapeau du Sénégal, cette petite baraque à gauche. C'est la première construction de l'île de Gorée depuis 1481. C'était une chapelle, une petite église, qui sera cimetière, boulangerie. Aujourd'hui, ça abrite le poste de police. Vous me direz que est-ce que c'est toujours comme ça l'architecture? Oui. Sauf que la toiture, c'était pas en tuile, c'était en paille. On a quand même gardé l'architecture parce que Gorée, déjà, est classé site historique depuis novembre 1944 et patrimoine mondial en 1978. On n'a pas droit aujourd'hui à défigurer les architectures et même changer les couleurs que vous voyez tout autour donc, des maisons. Voilà donc un petit aperçu de l'historique. Nous allons maintenant faire les artères en passant par le jardin botanique jusqu'à cette fameuse maison d'esclaves où justement nous allons parler d'esclavage qui a duré ici 300 voire 400 ans. Alors c'est parti. Justement, après que les Portugais sont passés ici en 1444, 1481, ils ont fait la première construction, l'actuel poste de police, mais aussi les premières maisons d'esclaves à partir de 1536, dont cette maison que vous voyez là, où c'est écrit presbytère, depuis 1536. C'est une des premières maisons d'esclaves. Parce qu'en fait, quand les Portugais allaient vers les explorations sur la rue des Indes, ils passaient impérativement sur cette île. Ils sont arrivés ici en 1444 et pendant ce temps également, ils ont kidnappé des pêcheurs, invités à bord de leur bateau, bien mangés, bien vus, kidnappés. Et là, ils ont terminé à la cour royale portugaise. C'était devenu la mode d'avoir un domestique en valet africain. C'est ça qui les a motivés de revenir finalement, d'installer les premières maisons d'esclaves ici à partir de 1536, dont l'actuel presbytère que vous voyez là. Aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine de l'Église catholique. Les enfants chrétiens, ils apprennent le catéchisme ici, et chaque curé affecté à Gorée pour les besoins de l'Église catholique, c'est là qu'on le loge. Ce qu'il faut noter, c'est que toutes les maisons que vous verrez en bordure de mer, c'était des anciennes maisons d'esclaves. Il y en avait 28. Pourquoi? Parce qu'à la découverte de l'Amérique, en 1492, l'esclavage a eu de l'ampleur.
les bateaux négriers étaient contraints de passer par là pour faire leur dernière réparation de bateaux. Ils se ravitaient en eau. Ils prenaient des esclaves, bien sûr. Et de Gorée, ils allaient vers la pointe de Dakar. Vous savez, la carte de l'Afrique, cette pointe où c'est marqué Sénégal, c'est le Cap Manuel que vous retrouvez à Dakar. Vous le verrez tout à l'heure depuis Gorée. De là-bas, les bateaux négriers quittaient Gorée, ils allaient vers cette pointe, ils tournaient le dos et le vent les poussait directement vers les Amériques. Il n'y avait pas de risque. Ils atterrissaient vers l'Amérique du Sud, le Brésil. Entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, c'est la Guadeloupe, la Martinique, les Caraïbes, toutes ces îles qu'il fallait travailler. C'est ainsi que Gorée a pris le pas sur toutes les maisons d'esclaves qui existaient, comme le fort d'Elmina au Ghana, au Bénin, la Ouida en Gambie, le fort James Island, mais aussi du côté de Saint-Louis, dans le nord, première capitale de l'Afrique de l'Ouest, il y avait beaucoup de maisons d'esclaves. Saint-Louis, c'est la pointe qui est face à l'Europe, parce que Saint-Louis, c'est la Mauritanie, l'Espagne, le Maroc, l'Espagne, jusqu'en Europe. Alors, Rufisque, Dakar et Gorée sont face à l'océan Atlantique. Vous savez bien que Gorée, Dakar, Rufisque et Saint-Louis du Sénégal, c'était les 4 communes où ceux qui naissaient avec directement la nationalité française, parce que c'était les côtes qui séparaient l'intérieur et l'extérieur du pays. Alors là, on va faire des demi-tours. On va passer par le jardin botanique. Et vous allez vous rendre de quoi a servi justement ce jardin. Mais toujours donc sur le chemin de la maison d'esclaves. Si vous voulez prendre bien la photo, et vous prenez. Voilà, c'est la photo de Michel Adanson, le naturaliste français. C'est bien écrit. Ce monsieur a débarqué ici en 1749. Il gérait ce jardin où on expérimentait beaucoup de types d'arbres venant de partout d'Afrique. Ensuite, on les essayait en Europe et en Amérique, dont le baobab. D'ailleurs, le nom scientifique du baobab vient du nom de ce monsieur. On l'appelle carrément Adansonyan digitata. Parce que Michel Adanson, c'est lui-même. Sonyan, c'est le nom de sa maman. Et digitata, la forme digitale du baobab. Vous savez, le baobab, l'hiver, il perd ses feuilles et ses fruits. Et quand vous regardez bien, vous le voyez avec ses branches, on dirait comme une main. La forme digitale. D'où est venu le nom scientifique Adansonyan digitata. Et vous savez, le baobab aussi, c'est une forte concentration de fibres. Ça ne peut pas donner du bois. C'est très espongieux. C'est pourquoi vous avez des baobabs avec des cavités. Et justement, chez nos parents sérères du sud-est du Sénégal, les griots sérères, quand ils mouraient, on les enterrait, en fait, on les momifiait à l'intérieur du baobab afin de conserver leur mémoire, comme chez les Égyptiens sous les pyramides. Donc, cela veut dire que nous avons beaucoup de similitudes. C'est pourquoi chez Anta Diop, quand il dit que nos origines sont d'Égypte, c'est vraiment du sérieux, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et le baobab, comme j'ai dit, son fruit qu'on appelle le pain de singe, vous connaissez bien. C'est non seulement un jus local, mais aussi c'est de l'imodium local contre la diarrhée. Parce que chaque arbre, vous savez, a des vertus médicinales. Mais le plus gros baobab du monde se trouve en Afrique du Sud. Et il a 37 mètres de circonférence. Ça, c'est moi qui vous le dis. Je l'ai étudié lors d'un reportage de botanistes européens qui travaillaient sur le baobab. Et voilà, ce jardin servait donc d'expérimentation. En passant, vous allez voir que il y a un projet qui est en chemin là pour en faire un centre de loisirs et sportifs donc de Gorée. Donc, comment le baobab est arrivé jusque-là? Ah oui, comme vous ne posez pas de questions, moi je pose les questions, je les réponds. Voilà. Et voilà donc le baobab est arrivé ici depuis le néolithique. Vous savez, le vent, les tourbillons, c'est ça qui les a déposés sur la zama coquillée qui a permis de pousser. Mais c'est un arbre qui nous vient du Madagascar, c'est pas sénégalais du tout. Et il y a 5 espèces de baobab ici, là-bas. Voilà. L'architecture, elle a la forme de la proue d'un bateau. C'est une ancienne maison d'esclaves. Les quelques rares maisons d'esclaves qui sont un peu à l'écart de la côte. Je disais tantôt qu'il y avait 28 maisons d'esclaves et c'était pratiquement en bord de mer. Cette maison a servi de captiverie, de maison d'esclaves, bien sûr. Et c'était la maison d'une certaine Victoria Alpins. C'était une métisse. Ces métisses, on les appelait signards ou seigneurs. Les signards, c'était les femmes métisses et les seigneurs, les hommes. Devenus les premiers aristocrates après les marchands européens. Parce que c'est eux qui monopolisaient le commerce à l'époque. Très riches, habitaient tranquillement à l'étage. On retraitait. Ils avaient aussi les esclaves domestiques. Et pendant longtemps, ça a abrité le musée historique. Ensuite, musée de la femme, Henri de Bachely. Aujourd'hui, c'est un musée
de documentation donc, et de recherche sur l'esclavage, parce que ce qui se passe, c'est que chaque 20 ans, il y a des révisionnistes européens qui essaient de remettre en question l'histoire de la traite négrière, le falsifier même à leur profit. C'est pourquoi les professionnels d'histoire du Sénégal et d'Afrique en général ont travaillé quelques années pour clore ce débat, faire ce musée de documentation et de recherche sur l'esclavage. Vous voyez, pour clore ce débat. Et ça a été financé par la Fondation Ford et l'État du Sénégal, justement. À l'intérieur de cette fameuse maison des esclaves, la dernière qui sert de sanctuaire. Et cette maison a été construite par les Français entre 1780 et 1784. Il y avait une capacité de 150 à 200 esclaves à l'intérieur. Une fois qu'ils arrivaient, on les alignait à une file indienne entre les deux escaliers que vous voyez là, en forme de fer à cheval. Pendant que les marchands européens vivaient à l'étage, ils se mettaient sur le balcon, vous voyez justement le monsieur qui donc discutait de la marchandise, bien sûr, on le disait. Et au niveau de cette chambre, vous venez de sortir, c'était la chambre de pesage. Seuls les esclaves ont passé par là-bas pour les peser pour voir la valeur musculaire de chaque esclave. La valeur d'un esclave de 60 kg, c'était donc un fusil, un baril d'alcool, on les échangeait. Et celui des femmes, ça dépendait de ses seins. Une femme avait des seins pointus fermes, était considérée comme vierge. À la coutume africaine, c'était la même valeur d'un homme de 60 kg. Et chez les enfants, c'était à part de leur dentition. Là aussi, on les échangeait contre un miroir, c'était un troc. Alors c'est à part de cette chambre de pesage qu'ils étaient dispatchés dans les cellules différentes. Vous avez derrière ici 3 types de cellules. 1, 2, 3. Et 2 autres de l'autre côté, c'est des cellules réservées aux hommes. Donc ça fait 5 cellules pour les hommes. 2,60 m sur 2,60 m, on y mettait 15 à 20 esclaves. Ils avaient les chaînes aux chevilles avec des boules de 10,3 kg sous les pieds que l'esclave était contraint de porter au moment où il allait aux toilettes. En passant par là, par exemple, vous avez celui des enfants. Les enfants, quand ils arrêtaient de têter le sein de leur maman, entre 2 ans et 3 ans, on les séparait tout de suite. Si vous faites l'intérieur de cette cellule, vous verrez qu'il y a une porte au milieu qui séparait les garçons et les filles. Ils avaient juste un bout de tissu autour des reins, genre cache-sexe, ils se couchaient les uns sur les autres pour être un peu chaud. Et celui des jeunes filles qui suit ensuite, c'est écrit. Jusqu'à 35 jeunes filles, à 35 jeunes filles, elles étaient là-bas, elles n'étaient pas enchaînées. C'est pourquoi justement c'est là où est partie la violation sexuelle. Les marchands européens les utilisaient. Là aussi, quand elles tombaient enceintes, elles étaient tout de suite affranchies, libérées, si à Saint-Louis, ou à Gorée. Ce qu'on appelle les signards, diminutif du mot seigneur. Signards, c'était les femmes et les seigneurs, les hommes métis, privilégiés, devenus les premiers aristocrates après les marchands européens. La particularité dans la cellule donc des jeunes filles, c'est que si vous faites devant la porte, vous regardez sur le sol, il y a une dalle, une pierre carrée, où il y avait un trou qui servait de fosse d'aisance. C'était des toilettes, justement. Pour faire leurs besoins, ces jeunes filles soulevaient cette dalle pour faire leurs besoins sur place. Pendant que les esclaves hommes avaient les chaînes, la boule de 10,3 kg sur les mains, avec justement vers le quai pour faire leurs besoins ou pour manger une fois par jour. Celui des jeunes filles, la cellule qui suit, c'est celui des inaptes temporaires. Parce que ceux qui avaient moins de 60 kg, on les considérait comme des inaptes, mais temporairement. Parce que là-bas, on les engraissait avec de l'huile de palme, des haricots très farineux qui les galvanisaient très vite. Alors, vous verrez aussi sous les escaliers des cachots, sous celui-là, vous verrez qu'il n'y a pas d'aération. Par contre, de l'autre côté, chez les femmes rebelles, il y a des aérations. C'est que la différence, c'est que pour celui des hommes, on mettait le maximum déjà des esclaves à l'intérieur, on le fermait, et la durée dans ces cellules dépendait de la gravité des fautes commises. Par exemple, en Suriname, au Guyane hollandaise, les esclaves qui se révoltaient, on les tuait devant les esclaves, mais pas au cou, on les tuait au thorax, afin que l'agonie soit plus longue. C'est une manière donc de les intimider. Alors dans cette cellule réservée aux hommes, c'est ce qu'on appelle la cellule de Nelson Mandela, parce que quand il est venu en 91, malgré le refus du protocole, il est rentré à l'intérieur. Il était 5 à 7 minutes à méditer, et quand il est sorti, il avait les larmes carrément aux yeux. La différence avec celui des femmes de l'autre côté, vous voyez que c'est aéré. Mais ils l'ont fait trop tard, hein, parce qu'en 1848, dans l'abolition de l'esclavage, dans les colonies françaises avec Victor Schœlcher, 1807, dans les colonies anglaises avec Wilberforce, Français et Anglais, ils ont collaboré pour traquer les bateaux clandestins. Là aussi, malheureusement, c'était les esclaves qui laissaient leur peau. Parce que pour échapper au plus souvent, certains étaient carrément balancés en mer. Alors, vous verrez, ensuite,
quelque part dans une cellule derrière, où c'est écrit la grande cellule des récalcitrants. C'était pour les rebelles, évidemment. Mais cette cellule a une dimension pratiquement comme les cellules réservées aux hommes, mais il y avait une spécificité qui faisait que donc, ça conservait l'humidité et la fraîcheur. Certains esclaves, souvent, ils tombaient carrément malades, ils avaient la pneumonie. C'est pourquoi, malades, agonisants, ces esclaves étaient balancés carrément en mer, ce qui justement attirait les requins à l'époque. Et quand vous prolongez carrément, vous verrez en passant la cellule des femmes, très espacieuse. La cellule des femmes faisait 6 fois la cellule des hommes. Donc il y avait donc beaucoup de femmes, c'est ce qu'on peut retenir de cela. Mais loin des cris et pleurs de leurs enfants, elles étaient là à attendre le moment d'embarquer. Alors quand elles affranchissaient justement ce couloir qui mène vers cette porte, qu'on appelle la fameuse porte du voyage sans retour, une fois affranchi cette porte, c'était à dire l'Afrique. Parce que de cette porte, ils allaient vers l'infini de la souffrance, parce que tout se passait pendant les embarquements et la traversée, bien sûr. Et quand vous arrivez là-bas vers cette porte, vous verrez également deux couloirs à droite et à gauche. C'était des cellules réservées à ceux qui devaient embarquer. C'était des salles d'attente en fait. Parce que l'attente dans cette maison variait entre 3 mois à 3 mois et demi. Et parce que les bateaux, la traversée faisait 3 mois à 3 mois et demi. Dans les cas de bateaux, pendant la traversée, on ne pouvait pas se révolter. Sinon, on risquait de mourir parce qu'on ne pouvait pas traverser toute l'Atlantique. Mais aussi, malgré tout ça, avec les chaînes, les boules de 10 kg 300. C'est pourquoi, en un moment de la traversée, parce que c'est très difficile dans les cales de bateau, parce qu'on mettait le maximum pour avoir plus d'hommes valides à l'arrivée. Et justement, c'est pourquoi les taux de mortalité varient entre 25 à 30%. Et je disais tout à l'heure que pendant la traversée, en un moment, on les emmenait carrément sur le pont, les verser de l'eau, les fouetter et pour faire bouger les articulations. C'était une manière de les entretenir jusqu'à l'arrivée. Alors, quand les archives de Nantes disent que 20 à 15 millions de Noirs sont passés là et que 6 millions sont morts par mauvais traitement, ce chiffre a été revisité. Parce qu'ils n'ont jamais calculé les taux de mortalité qui varient entre 25 à 30%. Aujourd'hui, si on calcule tout cela, il faut noter 150 millions à 200 millions et maintenant toute la côte ouest africaine. Et c'était les plus forts, les plus robustes, la race Yoruba, le type du Nigeria, du Ghana et du Bénin, étaient considérés même comme des éléments géniteurs. On les appelait même esclaves, boucs et étalons. Comme dans toutes les ethnies d'Afrique, il y avait des éléments qui étaient beaucoup plus robustes, beaucoup plus résistants. Et c'était donc des critères. Ils ne partaient jamais sur des noms africains, ils partaient sur des numéros de matricule. Et quand vous prolongez dans le couloir vers cette fameuse porte de voyage sans retour, on a eu le privilège de recevoir le pape Jean-Paul II en 92, le 22 février, où il disait « De ce sanctuaire africain de la douleur noire, nous implorons le pardon du ciel ». Oui, il a justement dit la vérité parce qu'en fait, il y a une certaine collaboration de l'Église catholique. Oui, parce qu'en fait, ils étaient toujours accompagnés par les curés et etc., les prêtres. Et justement, vu tout cela, Las Casas, un curé espagnol, avait demandé qu'on laisse les Indiens qui mouraient en grand nombre dans les plantations aux Amériques et d'aller prendre les Africains parce qu'ils n'ont pas d'âme. C'est pourquoi le pape n'a pas manqué justement de demander pardon à l'Afrique. Et en delà de cela, ça a été organisé, planifié, décrété même par le roi de l'Espagne. Ce qui fait que 300 ans, voire 400 ans, où l'Afrique s'est dépluie de ses hommes les plus valides, les plus athlétiques, ce qui fait justement une grande rupture du développement donc, des Africains. Et au-delà de cela, il faut remarquer qu'il y a eu après la colonisation qui fait que donc ça fait une rupture du développement des Africains. Au-delà de ça également, il y a l'esclavage beaucoup plus ancien, transsaharienne. Ça, c'était les Arabes qui faisaient ça. Eux, ils kidnappaient, mais ils utilisaient juste pour puiser l'eau dans les puits et l'élevage. Et ils les enlevaient carrément la masculinité pour qu'ils n'approchent pas les femmes. Et ça, c'était une idée, mais la transatlantique a pris des ampleurs extraordinaires que l'imagination humaine ne peut pas penser. Voilà donc ce qu'il faut retenir donc, de cette fameuse maison esclave. Et à l'étage, ce sera un commentaire parce que la vue de château par rapport au bas, vous verrez sous vitre le matériel qu'on utilisait, des copies de matériel qu'on utilisait. Et depuis le balcon, ils supervisaient les embarquements. Quand le deal se passe ici dans la cour, l'embarquement, les messieurs, ils étaient là-bas, depuis le balcon pour superviser l'embarquement. Et de ce côté, vous allez voir, en rentrant à droite, une boîte où il y a une chaîne, des copies de chaîne et la boule de 10 kg 300 qu'on a retrouvée enfouie dans cette maison et une exposition à l'intérieur. Je vous laisse le soin d'y aller tout doucement. Voilà, merci, je vous remercie en attendant.